l'appellerons Peter. Il était jeune, 14-15 ans, jeune étudiant du secondaire, fraîchement arrivé au Canada d'un pays d'Europe de l'Est. Sa maman en Afrique du Sud. Peter vivait avec sa grand-mère, seulement sa grand-mère. Il était dans le cours de littérature française. Ce n'était pas facile pour Peter les premiers mois. D'abord parce qu'il arrivait dans un pays inconnu pour lui encore, mais aussi parce que le français n'était pas sa langue maternelle. Il y avait donc à la fois, on va dire, des difficultés d'apprentissage et puis tout le processus d'adaptation qu'il devait mener à son jeune âge, le jeune Peter. Ça n'a pas été facile. Souvent en classe, un de camarades pouvait gentiment le taquiner, se moquer de lui, amicalement. Rien de grave, rien de blessant vraiment. Rien de méchant. Il était très timide également, Peter. En tout cas, les premières semaines. Et progressivement, comme une fleur qui s'ouvre à la lumière et qui s'ouvre au printemps, il s'est ouvert. Il s'est ouvert à ses camarades. Il s'est ouvert au cours, à la matière. Pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire de Peter? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue à Sous le Baobab SLB, dans ce nouvel épisode. Et merci de votre fidélité à cette chaîne. Votre fidélité nous honore. Merci infiniment pour vos nombreux commentaires, pour vos encouragements, pour toute l'appréciation, n'est-ce pas, que vous avez pour cette chaîne. Cela nous va droit au cœur, Yann et moi. Yann qui n'est pas là aujourd'hui, qui souvent ne sera pas là, et je continuerai lorsqu'elle ne pourra pas se libérer de certaines autres occupations. Je continuerai donc à animer cette chaîne, mais rassurez-vous, elle est bel et bien là, Yann, et nous continuons dans notre collaboration. Avant de continuer le développement de la thématique d'aujourd'hui, je vous remercie de prendre quelques secondes pour aimer cette vidéo, pour la partager, pour vous abonner à cette chaîne, parce que vous contribuez ainsi à l'édification de notre communauté. Revenons donc à Peter. Comme je dis, qui vivait avec sa grand-mère seulement. Peter a mené un dur combat. Combat pour s'adapter, s'intégrer, et combat pour réussir ses études au secondaire. Par la suite, son enseignant l'a perdu de vue. Évidemment, il avait gradué. Et voilà que 5-6 années plus tard, lors d'un festival de films, qui est-ce qui vient tapoter l'enseignant dans son dos? Peter. Quelle joie, quelle surprise pour cet enseignant de revoir son jeune étudiant. Comme il a grandi. Un grand monsieur, un jeune grand adulte, plus timide du tout, quoique un petit peu. Et quel cadeau il offre à son enseignant, l'adulte Peter. Monsieur, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Si aujourd'hui je parle français, si je parle bien français, c'est grâce à vous. Et la grand-mère, juste à côté de Peter, toute souriante, le regard plein de reconnaissance, qui ajoute: Monsieur, vous ne pouvez pas savoir tout ce que vous avez fait pour mon petit-fils. Aujourd'hui, il a un bel emploi, il travaille dans une banque, il a un très bon salaire, il est bilingue.
merci, merci beaucoup, monsieur, pour ce que vous avez fait pour mon Peter. Je vous raconte cette histoire, chers amis de la chaîne Sous le Baobab SLB, pour souligner l'importance de l'implication des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants. Yann et moi, dans l'épisode 4, nous avons touché un petit peu à cette thématique sous l'angle de la séparation, des parents séparés, l'implication que cela a dans le suivi de leurs enfants, le suivi scolaire de leurs enfants. Aujourd'hui, je voudrais enfoncer le clou, aller plus loin dans cette thématique, dans cette réalité, et vous montrer l'extrême importance pour tous les parents et la double importance pour les parents immigrants d'être présents dans la vie scolaire de leurs enfants. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons quitté nos pays parce que nous disions que nous voulons le meilleur pour nous-mêmes, mais aussi le meilleur pour nos enfants. Nos enfants présents, pour ceux qui en avaient déjà, et nos enfants futurs, pour ceux qui avaient déjà un projet de fonder une famille. Mais je ne vous cacherai pas ma déception de voir combien peu de parents s'impliquent dans l'éducation, dans la scolarité de leurs enfants. Très peu, malheureusement. Et pourtant, nous vivons, vous et moi, dans des pays où l'école associe la famille, associe la communauté. Nous vivons dans des pays où les parents constituent des partenaires écoutés, constituent des forces pour faire évoluer des choses dans le monde de l'éducation, pour faire bouger des lignes quand ils le souhaitent, ces parents. Dans les écoles, il y a des conseils d'école, c'est-à-dire des réunions de parents qui souhaitent s'impliquer, qui souhaitent donner leur avis sur les programmes scolaires, sur les activités, qui souhaitent proposer des activités. Et vous êtes assis autour d'une table avec la direction adjointe de l'école de votre fils, de votre fille. Et ces deux responsables vous disent, cette année, voici ce qui est planifié. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous donnez votre opinion. Oui, non. Mais avez-vous pensé à ceci? Monsieur, madame, votre école, j'ai entendu dire, est majoritairement composée de jeunes issus de l'immigration. Par exemple du Liban, par exemple du Maroc, par exemple du Sénégal, par exemple du Cameroun, par exemple de la France. Qu'est-ce que vous faites pour que ces jeunes qui viennent d'arriver, pour la plupart, se sentent bien, se sentent valorisés? Qu'est-ce qui est prévu? Et ils vous répondront. Vous avez aussi la possibilité de venir en salle de classe sur invitation, ou vous pouvez le proposer aux enseignants de vos enfants pour partager votre expérience de vie, votre expérience de travail, pour partager un aspect de votre culture, parce que cela est valorisé. Vous avez encore la possibilité d'accompagner, une fois dans l'année, quand vous avez du temps, d'accompagner la classe de votre enfant lors d'une sortie éducative, pour aller au musée, pour aller au zoo, pour aller au cinéma, pour aller regarder un spectacle et bien d'autres occasions. L'école est ouverte. Voyez-vous, il y a de grands dangers à ne pas s'impliquer dans la vie scolaire de son enfant. À la maison, les enfants nous arrivent après une journée d'école et ils nous disent ce qu'ils, elles veulent bien nous dire. Ils sont parfois honnêtes, parfois pas toujours. Ils oublient. Ils ont peur de nos réactions. Nous ne savons pas toujours comment leur journée, leur semaine, leur mois à l'école se passe. Nous ne savons pas toujours
qui est-ce qu'ils fréquentent. Nous ne savons pas toujours quel est le climat d'école, quelle est l'atmosphère, quelle est l'ambiance. Nous ne savons pas toujours quelles relations ils entretiennent avec leurs camarades, avec leurs profs. Il y a beaucoup que nous ignorons de leur vie scolaire. Quels sont les programmes, etc., etc. Voyez-vous, chers abonnés, chers fidèles de la chaîne Sous le Baobab SLB, nous avons grandi, nous avons étudié dans nos pays d'origine et nos enfants grandissent et étudient dans un autre pays. Deux systèmes culturels complètement différents, deux systèmes d'éducation complètement différents, avec des référents complètement différents. Il est de notre intérêt, il est de l'intérêt de nos enfants que nos parents, nos futurs parents, que nous nous impliquions dans la vie scolaire de nos jeunes. Nous avons besoin de comprendre comment le système fonctionne. Nous avons besoin de comprendre comment, par exemple, ils sont évalués. Nous avons besoin de comprendre comment lire le bulletin scolaire. Il m'est arrivé de rencontrer déjà un ou deux parents qui n'étaient pas capables d'interpréter comme il faut le bulletin scolaire de leur enfant. Ils voyaient des chiffres, ils voyaient des phrases, mais ne comprenaient pas le jargon. Ils voyaient par exemple dans une certaine matière 60%, et pour eux c'était une belle réussite. Pourquoi? Parce que dans leur pays d'origine, obtenir un 11 ou un 12 sur 20 relevait déjà presque de l'impossible. Or, ce qu'ils ignoraient, ces parents, ce qu'on évalue, on n'évalue pas dans leur pays d'origine comme on évalue dans le pays d'accueil où ils sont, ces parents-là. Ils ignoraient que dans leur pays d'accueil, 60% c'est quasiment un échec, même si on ne le dit pas. Évidemment, officiellement, l'enfant obtient son crédit. Mais dans la réalité des faits, lorsqu'il va postuler pour les universités, de très nombreux programmes lui seront fermés. On exigera des 80, des 90%. Je ne vous cacherai pas, chers abonnés, que plusieurs études ont été faites, d'ailleurs vous pouvez vous-même faire des recherches sur Internet, qui démontrent que dans bien des pays, les étudiants, les jeunes du secondaire comme ceux des universités et collèges sont surévalués, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Alors, lorsque votre enfant revient à la maison avec un 60 ou un 70%, n'allez pas croire qu'il travaille ou qu'elle travaille bien. Regardez par exemple la médiane de classe. Quelle est la médiane de classe? Est-ce que c'est 80, 85? Quelle est-elle? Quelles sont les exigences d'admission dans les programmes collégiaux et universitaires? Est-ce que c'est 90% la moyenne d'admission? Si oui, votre enfant sera projeté de 90%. Un autre exemple dramatique, celui-là, de jeunes étudiants qui sont venus vers moi pour demander conseil. Et lorsque je leur ai posé quelques questions pour savoir ce qu'il en était de leur performance universitaire, ils m'ont donné deux informations qui m'ont désolé. La première, c'est qu'ils avaient terminé leur diplôme, ils avaient obtenu leur diplôme avec 75%. Pour eux, c'était une bonne note parce qu'ils venaient d'un autre pays, d'un autre système d'éducation. La deuxième information qui m'a désolé, c'est qu'ils avaient suivi un programme sans stage, sans coop, comme on appelle dans certains pays. Or, les programmes avec stage sont les plus valorisés. Pourquoi? Parce qu'ils permettent aux étudiants, aux étudiantes d'acquérir déjà une expérience de travail, d'acquérir un réseau professionnel, de se familiariser avec les procédures, avec les routines, avec les exigences du monde professionnel.
Et j'ai donc expliqué à ces jeunes pourquoi ils ne parvenaient pas à trouver un emploi malgré leur parchemin, leur diplôme en poche. Triste réalité, n'est-ce pas? Je disais vers le début de cet entretien, de cette conversation avec vous, que nous avons quitté nos pays bien souvent parce que nous pensions à nos enfants déjà là ou à venir. S'il y a un grand des services que nous leur faisons, que nous pouvons leur faire, c'est de rester à l'écart de leur formation, de leur éducation. C'est de ne pas prendre le temps de nous informer. C'est de ne pas prendre le temps de questionner le système, de comprendre les différences. Pourquoi telle filière plutôt que telle autre? Où est-ce que ça va mener mon fils, ma fille? Quelles sont les exigences plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Quels sont les services auxquels j'ai droit? Quels sont les services qui sont offerts? Posez les questions, informez-vous sur vos droits et insistez pour les obtenir. Je ne veux pas être plus long que ça. Mon message, je crois, est suffisamment direct, suffisamment clair. C'est un appel du fond de mon cœur afin que vous, parents, vous futurs parents, vous vous leviez et que vous soyez véritablement présents dans l'éducation de vos enfants. Allez parler aux membres du personnel, allez parler aux responsables des écoles, aux directions adjointes, aux responsables des universités, des programmes universitaires et collégiaux. Allez parler aux responsables des admissions, allez parler aux responsables de l'orientation. Posez-leur toutes sortes de questions. Informez-vous, comprenez et faites des choix éclairés pour l'avenir de votre enfant, pour votre avenir, pour l'avenir de notre communauté. Merci infiniment de rester fidèle à Sous le Baobab SLB. Une fois de plus, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager au maximum dans votre réseau parce que vous aiderez ainsi de nombreuses personnes à poser les gestes qu'il faut quand il faut. À très bientôt.